Choubidoubidou. Oui, 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 oui. Oh, Grenache. Pour ce troisième épisode de Là, on est d'accord, je vous emmène dans l'appellation l'Irak. Alors à la fois, je suis content et pas content. Content parce que c'est à 20 minutes de chez moi, donc d'un point de vue logistique, c'est hyper pratique. Et pas content parce que l'Irak, c'est pas reconnu à sa juste valeur. C'est un cru qui a des terroirs, des paysages, une histoire magnifique. Par exemple, c'est ici que sont nées les Côtes du Rhône. Les barriques de vin partaient par bateau sur les tables royales, et pour la première fois, on a inscrit Coste du Rhône. L'Irak, c'est la précision, c'est la finesse, c'est la complexité. Alors je pourrais vous le marteler, je pourrais vous le crier, je pourrais vous l'asséner avec force et vigueur, mais non. J'ai décidé d'être doux, d'être élégant, enfin un petit peu. Alors accrochez-vous, je vous emmène, c'est parti. Hep. Nico, tu nous as pas dit pour le resto? Eh ben non, il n'y a pas de resto. Comment ça, y a pas de resto? Non, parce que le chef, c'est moi. Et oui, c'est moi qui prends les commandes du repas et je vous propose une recette légère, facile, simple à réaliser. Et pour ça, il vous faut une cocotte. Oh, Grenache, quel coquin. Il vous faut aussi des pommes de terre, de l'ail, de l'oignon et une belle épaule d'agneau. Oh, c'est pas les oignons, c'est parce que l'Irak, c'est vraiment pas reconnu à sa juste valeur. Alors on commence par faire saisir l'épaule d'agneau, bien sur toutes les faces. Une fois que c'est bien saisi, on la réserve, on la met de côté. Et une fois que le gras d'agneau est bien dans le fond, on met les oignons, on touillette, et on enchaîne vite avec les patates parce qu'on veut que ce soit saisi. Je déglace au vin blanc. Alors évidemment, pour cette recette, j'ai pris un Lirac. Donc oui, je prends un excellent vin pour faire un excellent plat. On va remettre un petit peu de beurre par-dessus, hein, histoire d'alléger. Et on referme le tout. Hop, et ensuite, on va mettre ça dans le four à 130 degrés. Et on va laisser cuire ça pendant 3-4 heures. Et on retourne l'épaule toutes les heures. Bon, ok, je me suis peut-être emballé sur le côté léger du plat. Mais l'accord va être intéressant avec les Lirac, parce que d'un côté, vous avez un plat généreux avec du goût, et de l'autre, des vins avec un équilibre assez fin, et surtout une structure solide qui va pouvoir être en mesure d'accueillir ce genre de recette. Bref, on va se régaler. Après, il n'y a plus qu'à attendre. Hein. Voilà. Oui, j'allais faire un petit dodo, moi. Hein? Oh, la carafe. La bouteille. Elle est où ma bouteille? Elle est où ma bouteille? Alors Nico, Oh la vache. qu'est-ce que tu fais là? Oh, Edouard! Eh, dis donc, ce serait pas un petit coquin, toi? Non, c'est pas mon idée ça. Ah, je parle pas de ça, je veux dire, t'es pas l'Iraquois. Tu viens de l'autre côté du Rhône. Et oui, de Châteauneuf-du-Pape. Alors, qu'est-ce que viennent faire les Châteaunevois à l'Irak? L'Irak, c'est souvent appelé Baby Châteauneuf. Moi, c'est un truc, ça me rend fou. Pourquoi? Et l'Irak, ça a sa propre identité. L'Irak, c'est grand, c'est un cru où on va trouver une grande diversité. Et quand tu parles de diversité, parce que tout le monde a sa diversité, c'est laquelle de celle de l'Irak? Alors, l'Irak, on va avoir une grande diversité parce qu'on a 2500 hectares de bois, 750 hectares de vignes, et les deux s'entremêlent dans une mosaïque incroyable. Évidemment, sur une surface aussi grande, on a aussi une grande diversité de sols, avec notamment des sables qui datent d'il y a 15 millions d'années, qu'on va retrouver sur une partie de l'appellation. C'est des sols profonds, qui sont froids, qui vont se réchauffer tardivement au printemps, et du coup qui vont mûrir tardivement, fin septembre. Et ça va nous donner des vins d'une élégance incomparable. Mais je reviens sur les forêts, là, 2500 hectares, c'est pas rien. Quel rôle ils vont jouer, en fait? Alors, il faut imaginer que sous un arbre, l'été, on est Ouais. à l'ombre, il fait bon, il fait frais. On est bien. Quand tu mets toute une forêt, il fait encore plus frais. Et ça crée comme ça un microclimat sur l'appellation où ça va nous apporter une certaine fraîcheur, notamment une fraîcheur des nuits qui est très importante. Donc j'imagine que le combo sol profond et forêt, ça doit être bon pour les vins blancs. Exactement. On goûte. Et c'est l'évidence à chaque fois, c'est que le marqueur des vins de l'Irak, c'est cette tension et cette salinité. Ça vient de quoi? Ça vient du climat, ça vient du terroir?
La salinité, c'est clairement le calcaire. Ça donne une sorte de volume en bouche, une gourmandise et c'est génial pour tout ce qui est accord mets-vin. Et on n'est pas en plus sur des aromatiques hyper riches, hyper opulentes. Et non, c'est justement ça qui est génial avec l'Irak, c'est grâce à ce microclimat qu'on a des équilibres, des maturités, où on arrive à garder cette fraîcheur sans avoir ce côté trop lourd, opulent. Ah, je pourrais t'écouter parler des heures, Edouard, mais tu vois, je me dis un mot de toi et je plaque tout. Je sais pas, on pourrait peut-être monter une crêperie en Bretagne, ça te dirait pas, non? Je vais retourner travailler en cave. Ah, ça va, j'aurais essayé. Ça se confirme, quand tu as un environnement comme celui-ci, tu ne peux faire que du bon vin. Mais il n'y a pas que ça qui compte, il y a ce qui se trouve sous mes pieds et il y a l'âme de celles et ceux qui le font. Et pour évoquer cela, il y a un endroit où il faut absolument se rendre. Ah, mon agneau! Alors, ratatatin, hop. Ouf. Et c'est reparti pour 1 heure. Alors, où est-ce qu'on est là, Grégory? Alors ici, on se situe dans l'ermitage de la Sainte-Baume. Alors, ça se situe sur la commune de Lirac. C'est un lieu qui m'est particulièrement cher, parce que c'est un lieu qui est emblématique de notre appellation, qui a une histoire lourde, dans la mesure où c'était un lieu de refuge pendant les guerres de religion, notamment. Il y a beaucoup de gens qui se sont cachés ici quand c'était nécessaire. C'est jamais anodin de rentrer dans un tel lieu. Non, puisqu'il y a quelque chose, je pense, de sacré, quelque chose de mystique. Est-ce que justement, il y a une dimension sacrée dans le vin? Comme disait mon grand-père, il ne faut jamais oublier une chose, c'est la vigne qui dort dehors. Donc effectivement, il y a quelque chose qui nous dépasse. Je pense que le terroir est là, il sera toujours là après nous, il était là avant nous. Donc l'idée, c'est de respecter la vigne dans son sol, c'est le plus important, et dans son environnement. Et je crois qu'effectivement, quand on déguste un vin, il faut quand même y voir une part de méditation. Et c'est là, à mon avis, que le sacré prend le relais. Mais il faut quand même une sacrée dose d'humilité pour pouvoir arriver à ça. C'est pas donné à tout le monde. Et tous les millésimes sont différents. Chaque année, on a une palette de couleurs différentes. Il faut qu'on compose un tableau tous les ans avec les couleurs que l'on nous donne. Et justement, en parlant de terroir, là, je vois 3 vins. Il y a 3 terroirs. Donc, il y a le calcaire à l'Irak, il y a les sables et les argiles, les galets roulés. Là, ce sont les calcaires qui sont représentés. Donc ici même, au cœur d'ailleurs du massif de la Sainte-Baume. D'accord. Comment on peut repérer un vin qui est issu de terroir calcaire? Je trouve que ça fait des vins qui sont très droits, avec une certaine matière, une minéralité par-dessus tout ça, qui donne vraiment un cocktail qui est hyper intéressant. Il y a ces petits tanins un petit peu très fins, très ciselés aussi, un peu comme s'ils étaient aiguisés. Et l'environnement dans lequel elle se situe avec les bois, tu peux même sentir des petites notes de garrigue, et c'est ça qui est intéressant. Bon, alors là, je vais essayer de trouver. Donc, on en a déjà éliminé un. Pour son côté aérien, je dirais les sables. Banco. En plus, aérien, je trouve que c'est vraiment ce qui le caractérise bien, et particulièrement ce vin-là, puisqu'on a vraiment une trame très fine, on sent l'élégance, les tanins sont très fondus. Il y a vraiment une matière qui est d'une suavité, d'une très belle longueur, c'est très longiligne. On passe au dernier. Donc là, je vais pas sortir ma boule de cristal, mais je dirais que c'est les argiles. C'est ça. Tout à l'heure, je te parlais de sous-sol. Il ne faut pas oublier qu'il y a un sous-sol. Au-dessus, il y a des galets roulés. En l'occurrence, c'est ce qui caractérise ce vin-là. Le galet roulé, c'est un peu la puissance, hein, c'est la générosité. Et avec l'équilibre de ces argiles sable, ça donne des vins quand même qui ont une certaine onctuosité, toujours généreux, toujours propice à des événements festifs avec des belles pièces de viande. Donc à l'Irak, on a des calcaires qui vont donner des vins droits, longilignes. Il y a le sable avec ce côté un peu aérien et on va rapporter de la structure un peu avec les argiles, mais une structure quand même qui reste quand même super fine. Tout à fait. Alors imaginez quand les trois sont ensemble. Ça se voit, ça fait du bon vin. Grégory, merci. Ce fut un plaisir de t'entendre. D'ailleurs, quand j'entends ton expertise, je me dis que tu serais parfait pour ce projet de crêperie en Bretagne. Bon, il faut vite se positionner parce qu'il y a déjà Edouard sur le coup. Ah. Je te laisse.
Mon agneau. Ça sent bon, ça va bientôt être prêt. Encore 1 heure. Hop. Alors. Tadam! Merci beaucoup de m'accueillir dans votre belle appellation. Je vous avoue, j'ai un peu la pression parce que c'est moi qui ai cuisiné. Donc vous allez me dire si je pouvais me passer d'un chef ou pas. Hein, est-ce qu'on goûte et vous me dites hein? Ah oui, d'accord, tu pars sceptique déjà, Saskia, c'est bien, ça On me... va voir. Ah, si. Ouais, ça va. C'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Est-ce que vous avez, par exemple, moi je me posais la question, un repas de vendange en tête? Ah, moi, c'était à la maison, on s'est fait des côtes de bœuf sur la terrasse, il faisait encore beau. Ah oui, Mais on n'a d'accord. pas bossé l'après-midi. Ah oui, oui, c'est ça. Les vendanges étaient terminées, quoi. Et justement, en parlant de vendanges, se sont terminées, quoi, il y a 1 mois et demi, 2 mois. Comment ça s'est passé? Ça a été vraiment des super vendanges. Après, bon, fin de vendange, pour moi, il y a toujours une vraie descente. D'accord. Parce qu'après 5 semaines extrêmement intenses, tout à coup, on rentre les derniers raisins et tout ça, c'est fini. C'est fini, le travail continue quand même. Le travail continue, mais on est tout seul. Donc, c'est complètement une autre ambiance. Et puis, on n'en fait pas tant que ça, des vendanges. Nous, on a repris le domaine, on avait 37 ans. Si on en fait 30, c'est déjà énorme. Moi, je pense qu'il t'en reste un petit peu quand même. Eh bien, on va commencer par le premier vin. Vas-y. Hop. Merci. Moi, j'aime beaucoup ce vin parce que déjà, je trouve qu'il y a un nez qui est très aromatique. Malgré le millésime chaud, moi, j'aime beaucoup la tension. Je pense que ça va très bien s'accorder avec le plat. Ça va sublimer le goût de l'agneau qui est assez prononcé. C'est fondu, Il y a du fruit en bouche. t'as encore du fruit. Il y a un éclat. Est-ce que finalement, l'Irak, c'est pas des vins féminins un peu? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, le vin féminin? Rien. Rien. Ça, c'est celle de mon oncle. Hein. Ça, c'est une rumeur qui est partie de ton oncle, c'est Ah ça? ouais, ça, c'était le truc de mon oncle, hein, les vins féminins, mais ça veut rien dire. Il adorait les femmes, donc pour lui, c'était féminin parce que c'était élégant, parce que tu avais de la finesse. C'est ce qu'on retrouve dans les vins de l'Irak. D'accord. D'où son délire, c'est un vin féminin. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi être vigneronne? Pas grand-chose. Pour moi, c'est clair. C'est pas parce que je suis une femme que ça va changer les choses. Moi, je vois le travail d'équipe et la personnalité du vigneron ou de la vigneronne. Mais alors, du coup, c'est une manière de dire quoi? De dire on fait le même métier? On fait le même métier. J'ai choisi ce métier vraiment par passion. Je ne suis pas du tout issue d'une famille de vignerons, donc j'ai dû apprendre mon métier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis très fière d'être à l'Irak, je suis fière de cette appellation. Et puis, ce que j'aime ici aussi, c'est qu'on a beaucoup de vignerons qui sont engagés dans le bio. Donc moi, ça me parle beaucoup. Et le bio, ça représente à peu près, en pourcentage à l'Irak, ça représente quoi? Eh bien, ça représente maintenant au moins 50% de l'appellation qui est certifiée. Ah, joli. Mais l'Irak, c'est une appellation qui offre des vins qui vieillissent très bien. Et puis, c'est notre savoir-faire d'avoir des vins qui se gardent. C'est pas évident d'avoir des vins de garde. Et j'ai envie de dire, peut-être à l'Irak, même les vins jeunes, c'est rare, parce que c'est pas une grosse appellation, c'est ça? T'as à peu près 800 hectares de l'Irak à tout casser. Et on a en plus notre perle rare, qui sont les blancs, qui représentent entre 10 et 15% de l'appellation. Donc c'est 3 fois rien, mais c'est magnifique. On a des vins blancs que tu gardes 10-15 ans facilement. Donc c'est rare, c'est bon, c'est fin, élégant, et je peux même rajouter distingué. Je disais ce matin que l'Irak n'était pas reconnu à sa juste valeur, peut-être parce qu'on a hiérarchisé les appellations et qu'on a figé ce classement. Personnellement, ce soir, je n'ai pas envie de déguster autre chose, parce qu'à l'Irak, il y a un alignement des planètes, entre son écosystème, son terroir et la compréhension qu'ont les vigneronnes et les vignerons de leur appellation. Et c'est ce qui rend l'Irak unique dans son style. Alors, est-ce que c'est le meilleur? On s'en fout. Est-ce qu'on passe souvent à côté? Ça, c'est sûr.
Là, on est d'accord. Alors, je vous ai pas parlé. Est-ce que vous aimez les crêpes? Oui, parce que j'ai un projet de crêperie en Bretagne avec Grégory et Édouard. Et franchement, si vous voulez être dans l'affaire, c'est maintenant.